Il n'y a pas si longtemps, au XIXe siècle, les maladies faisaient des ravages. Elles frappaient au hasard et tuaient sans que les savants ne comprennent ni pourquoi ni comment. La plus mystérieuse et la plus terrifiante d'entre elles était la rage. Comme un démon, elle s'empare des corps et les possède jusqu'à la folie. En percer le mystère, c'était vaincre une malédiction. Terrasser les croyances avec pour seule arme la science, cette conquête allait être l'aboutissement de longues années de recherche d'un homme qui allait révolutionner la compréhension de la maladie. Dans le secret de son laboratoire, en se penchant sur l'infiniment petit, Louis Pasteur va découvrir le pouvoir destructeur des microbes et mettre au point des pièges pour cerner ces tueurs en série d'autant plus redoutables qu'ils sont invisibles. Mais comment a-t-il fait? C'est l'histoire d'une vie de recherche avec, au bout du chemin, la rencontre entre un vieux savant et un petit enfant. Comme vous le savez, l'hydrophobie, la peur de l'eau, est le premier symptôme de la rage. C'est pour ça, messieurs, que la simple vue de l'eau, ou d'un objet brillant d'ailleurs, provoque chez les chiens enragés une peur, disons, disproportionnée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve souvent des écuelles aux entrées des villages. C'est le seul moyen de repérer les chiens fous. La voix rabique, le hurlement typique des chiens enragés. Lorsqu'on l'entend, c'est que le virus de la rage a déjà atteint le cerveau. Une simple morsure de ce chien, messieurs, et vous risquez la mort. Nous supposons que le virus progresse à travers le système nerveux. Après la morsure, commence une longue période d'incubation. Ensuite, la maladie se déclenche. Instabilité, fureur, hallucination. Puis, c'est l'altération de la voix, le cri rabique, rapidement suivi de difficultés pour déglutir. Et enfin, la paralysie générale qui entraîne la mort. Non, regarde. Regarde-le. Au cours de ce trajet dans le système nerveux, le virus envahit la salive, prêt à passer à un nouvel être vivant. C'est donc pendant la période d'incubation qu'il faut agir, avant que le virus n'atteigne le cerveau. Après, il est trop tard. C'est bien, Joseph, sois courageux. Doucement, Docteur va bonhomme. te mettre un pansement, regarde. Voilà. Très bien, ça va pas faire mal au bébé. Allez, viens, bonhomme. Voilà. Docteur, vous aviez raison.
Le vétérinaire vient d'ouvrir le ventre de mon chien et il a dit qu'il avait bien la rage. La rage, vous êtes sûr? Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Espérez qu'il ne soit pas contaminé. Contre la rage, on ne peut rien. Au café, on m'a dit qu'à Paris, il y a un monsieur Pasteur qui travaille sur la maladie, peut-être... Monsieur Pasteur n'est pas médecin, il est chimiste. Ses expériences, il les a faites sur des chiens. Il pourra peut-être faire quelque chose. Joseph, on va aller à Paris, on va aller voir ce monsieur Pasteur. Tu verras, tout ira bien. Vous ne pouvez pas partir comme ça, toute seule, pas avec un enfant blessé. Je peux aller avec elle. Moi aussi, j'étais mordu. Je peux pas rester sans rien faire. Très bien, mais il faut faire vite. Allez, viens, Joseph. Allons, messieurs, un peu de calme, je vous en prie. Les découvertes des microbes n'ont pas grand intérêt pour la médecine. Elles ne valent ni le temps qu'on y passe, ni le bruit qu'on en fait. Monsieur Pasteur est sans doute un éminent chimiste qui, inspiré par le désir d'être utile, veut réformer une médecine à laquelle il est absolument étranger. Mais nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps. Et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit. Ne pas reconnaître l'importance des micro-organismes revient à continuer à tuer les malades, non plus par ignorance, mais par bêtise, Monsieur Peter. Et si l'on peut excuser l'ignorance, rien ne pourra pardonner les crimes que vous commettez tous les jours dans vos hôpitaux. Votre place n'est pas sur ces bancs, Monsieur Pasteur. Ah, pour une fois, monsieur, vous avez peut-être raison. Car si j'apprécie la stérilité qui règne dans mon laboratoire, je ne peux que déplorer celle que je trouve dans vos discours. Ils étaient peu nombreux, les médecins qui croyaient alors aux thèses de Pasteur. Un seul avait choisi de le suivre. Un seul avait été admis dans son laboratoire, le docteur Émile Roux. Alors, vous avez bien bataillé aujourd'hui? Ce docteur Peter est une canaille. Voilà ce qu'il est, une canaille. Ah, ces médecins. Quelle plaie, on leur apporte des preuves et ils vous répondent par des discours. Bien évidemment, vous ne les avez provoqués en rien. En rien. Décidément, la médecine est une chose trop sérieuse pour la laisser aux médecins. Alors, docteur, où en êtes-vous avec vos chiens? 20e chien vacciné et 20e chien sauvé. Bien, très bien. On va enfin pouvoir essayer le vaccin sur l'homme. Vous n'y pensez pas, c'est beaucoup trop tôt, monsieur. Mais pourtant, le vaccin fonctionne. C'est vrai, il fonctionne. Mais il fonctionne sur des chiens. Il est encore beaucoup trop tôt pour l'expérimenter sur l'homme. Il y a trop de paramètres inconnus. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, monsieur. Si vous échouez, vous imaginez les conséquences. Monsieur, vous n'avez besoin de personne pour avoir raison. Mais vous avez besoin de moi pour être raisonnable. Alors réfléchissez bien. Si vous tentez aujourd'hui le vaccin sur un être humain, vous risquez de le tuer. Assez parlé. Au travail, il n'y a que ça qui amuse. Oui. Messieurs, excusez-moi de vous interrompre dans votre travail, mais il faut que je parle à mon mari. Excusez-moi, messieurs. Montrez-moi votre blessure. Docteur, mon fils... Ne m'appelez pas docteur, je ne suis pas médecin. C'est grave? Les crocs n'ont pas traversé la chair. Vous ne risquez rien, votre chemise vous a protégé. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez retirer le pansement. Tu vas à l'école? Oui, monsieur. Et tu travailles bien? C'est important, l'école. Il faut être bon élève.
Joseph Meister a été mordu à 14 reprises, essentiellement aux jambes et à la main droite. 14 morsures, 14 points d'entrée possibles pour le virus. C'est la première chose que Louis Pasteur a comprise. Quand a eu lieu l'attaque? Il y a 2 jours au matin. Il fallait faire vite. Le virus de la rage progressait déjà vers le cerveau de l'enfant. Si Pasteur devait agir, c'était maintenant. Il ne pouvait pas attendre. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Madame, je vous répète que je ne suis pas docteur. J'ai mis au point un procédé qui permet de lutter contre la rage après morsure, mais il n'a jamais été essayé sur l'homme. Je ne peux pas vous promettre que cela fonctionnera sur votre enfant. Essayez quand même. Madame, je vous répète que je ne peux pas répondre de la vie de votre enfant. Mais si vous ne faites rien, c'est la rage qui le tuera. Nous n'en savons rien. Certains mordus en réchappent. Il arrive que la maladie ne se déclare pas. Oh, faites-le, je vous en prie, faites-le. Je dois réfléchir. Je ne peux pas décider ça tout seul. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Discrètement, Louis Pasteur va contacter 2 médecins parmi les rares qui ont sa confiance. Alfred Vulpian, d'abord, un homme respecté, mais surtout l'un des membres de la commission de la rage et un adepte des thèses pasteuriennes. Jacques-Joseph Granchet, ensuite, qui aux yeux du savant possède 2 qualités. Il vient d'être nommé à la chaire de clinique des maladies des enfants et depuis des années désire vivement travailler pour lui. Oui. Alors, messieurs? Bon, il est plus que probable que cet enfant soit atteint de la rage. Et à votre avis, que dois-je faire? Vacciner, sans perdre de temps. Vous accepteriez de pratiquer les injections, professeur? Écoutez, il y a longtemps que je ne suis plus praticien, Non, je ne peux pas. Et demandez au docteur Roux. Il travaille avec vous, il connaît vos travaux, ce serait plus logique. Non. Inutile de demander ça à Roux, je connais son opinion sur la question. J'accepte, oui. Merci, Granchet, je saurai me souvenir de votre aide. Inutile de vous rappeler que la discrétion est de rigueur. Si cette histoire s'ébruitait, l'Académie de médecine risquerait d'interrompre le traitement avant la fin du processus. Et c'est ainsi que commence, en ce jour historique du 6 juillet 1885, le protocole de vaccination du premier être humain, dans le plus grand secret. Merci. Vous ne voulez pas que je prévienne le docteur Roux? Si je l'avais voulu, j'avais tout loisir de le faire. Tu sais, je suis pas un vrai magicien. Parce que cette seringue-là, je peux pas la faire disparaître. La piqûre va te faire mal, et je peux rien y faire. Et serre les dents. Plus fort. Non. Non. Ah! Aïe! Arrête! Arrête! Aïe! Arrête! Aïe! Tu as été très courageux. C'est fini, mon ange. Ah, c'est fini. Oui, c'est fini, mais seulement pour l'instant.
Le traitement nécessite entre 1 et 2 injections par jour pendant une bonne dizaine de jours. Pasteur ne savait pas pourquoi son vaccin fonctionnait. Les principes du système immunitaire n'avaient pas encore été découverts. Et ce qu'il imaginait, c'était que le produit qu'il injectait devait prendre le virus de vitesse et l'arrêter avant qu'il n'atteigne le cerveau. « 60 heures après la morsure par le chien, la course-poursuite venait de commencer. Monsieur Pasteur, c'est quoi ce produit? Ce qu'on a injecté, c'est compliqué à expliquer, mais faites-moi confiance. Comment dire à une mère que ce que l'on vient d'injecter dans le corps de son enfant, c'est le virus de la rage? Utiliser le virus pour combattre le virus. Cette découverte révolutionnaire, le principe même de la vaccination, Louis Pasteur la doit en partie au hasard. À cette époque, il étudiait avec son équipe le choléra des poules, un tueur fulgurant. Ils étaient parvenus à isoler et cultiver le microbe, mais pas encore à le vaincre. Bien, allons-y, Loire. Et c'est alors que le hasard frappa à la porte du laboratoire. Bon repos, monsieur Pasteur. De même. Au revoir, docteur. Au revoir, Adrien. Que se passe-t-il, oh? Vous m'avez l'air d'un sérieux coq en pâte. Je comprends pas, elle est vivante. Votre don d'observation m'étonnera toujours. Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte. Vous avez utilisé la bonne souche? Je crois. J'ai dû l'oublier quand on est parti en congé. Je vais l'acheter. Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente. Pourquoi? Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde. Le produit n'était pas altéré cette fois, j'en suis sûr. Elle devrait être morte, je comprends pas. Je sais. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux. Pardon? Jenner, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, au XVIIIe siècle, une terrible épidémie de variole avait frappé l'Angleterre. Édouard Jenner, un médecin de campagne, a remarqué sur les mains des treilleuses et sur le pis des vaches d'étranges pustules qui ressemblent à celles de la variole, mais qui ne tuent pas. Mieux, dans les campagnes, on raconte que ceux qui ont contracté cette variole des vaches n'attrapent jamais la variole des hommes. Jenner a l'idée d'inoculer ces pustules inoffensives à un enfant. Et ça a marché. L'enfant était immunisé. Jenner avait compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes par une maladie qui lui ressemble mais qui est moins puissante. La variole des vaches. Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C'est exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps que les micro-organismes qu'il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser. Atténués au contact de l'air. C'est beau, non? Atténuer les virus est la base de tous les procédés que Pasteur a mis au point sur d'autres maladies dans les années qui ont suivi. Et en l'honneur de Jenner et de sa vaccine, il baptisa cette découverte le vaccin.
Mais jusqu'à ce jour, aucun de ces vaccins n'avait été testé sur un être humain. Adrien, vous venez d'où avec cette préparation? Adrien! Monsieur, ce que vous faites est insensé. De quoi parlez-vous? Je vous parle du jeune garçon. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que je savais que vous y seriez opposé. Oui, et j'aurais eu raison. On connaît peut-être les dosages pour des chiens, mais pas pour les êtres humains. Ce que vous faites est de la folie, vous mettez la vie d'un enfant en danger. Je n'agis pas sur un coup de tête, je sais ce que je fais. Vous êtes arrogant et orgueilleux, monsieur. Prendre un enfant comme cobaye est inhumain. Et vous, mon ami, vous réagissez comme un médecin, pas comme un savant. C'est votre cœur qui répond, pas votre cerveau. Je réagis comme un être humain. Et moi, je fais tout pour en sauver un. Je ne teste pas mon vaccin, j'essaye de sauver la vie d'un enfant. Vous êtes sûr que c'est bien l'enfant, votre motivation? Pas votre vaccin? Les autres. C'est injuste. Dieu qui ne fait rien. La médecine qui ne sait rien. Et nos enfants qui meurent. C'est pas ta faute. J'aurais dû être médecin, pas chimiste. Au lieu de sauver les vins de France ou les verres à soie, j'aurais peut-être pu les sauver, Marie. Tu n'es pas Dieu. Tu peux sauver personne. D'ailleurs, même Dieu n'y arrive pas. C'est ridant. Ah, je crois que j'ai une meilleure idée. Un sucre d'orge. Tu veux? Non, je veux pas. Non. Allez, Non, je Joseph, veux pas, s'il te maman. plaît. Maman, non. Calme-toi, Joseph, sois attention. courageux. S'il vous plaît, ça fait Ça mal. va aller, Ça Joseph, fait ça mal. fait mal. Non, non, non. Ne s'il vous plaît, t'inquiète pas, il ça faut- va aller, Joseph, ça va, il Maman, faut le faire. arrêtez, arrêtez, Sois s'il vous plaît. courageux. S'il vous plaît. Joseph, sois Non, courageux. maman, Il faut le s'il faire, te c'est plaît. important. Joseph, Non. il faut. Allez, Non, ça courageux, fait il n'y en a mal. pas beaucoup. Allez, attention, il faut C'est faut important. l'immobiliser. On y va, Joseph. Attention. Non, arrêtez. Non, Arrêtez. maman. Voilà ce que je te propose, Joseph. Je t'explique pourquoi ces piqûres sont importantes. Et après, je te laisse décider si on continue ou pas.
D'accord? D'accord. Tu regardes, mais tu ne touches à rien. C'est quoi ça? Ça, ce sont des tout petits organismes que j'ai découverts et puis dessinés. Des êtres vivants invisibles qu'on trouve partout, même dans l'air. Y a rien dans l'air. Ah, tu crois? Tu as bien regardé au moins? Quelquefois, c'est dans le noir qu'on voit mieux les choses. Ferme les yeux, veux-tu? Maintenant, regarde bien. Tu vois? L'air est rempli de poussière et d'organismes vivants encore plus petits et qu'on ne peut voir qu'avec des instruments spéciaux. J'ai réussi à prouver que certains de ces micro-organismes sont de véritables petits grands méchants qui peuvent donner des maladies et parfois même tuer. Vous pouvez ouvrir. Celui-là, c'est le choléra des poules. Celui-là, le rouget du porc. Ceux-là donnaient des maladies au vin. Et la rage? Ah, la rage, je n'ai pas encore réussi à la voir. Elle doit être trop petite ou alors mes yeux sont trop vieux. Mais je connais assez bien les petits grands méchants pour savoir que la rage est l'un d'entre eux. Approche. Tu vois, j'ai passé ma vie à les chasser, à les cultiver en trouvant ce qu'ils aimaient manger, à les observer pour mieux les comprendre. Et j'ai aussi appris à les éliminer pour qu'ils ne tuent pas. Vous êtes un chasseur? Eh oui, sorte de grand chasseur, d'être invisible avec un microscope pour fusil. Mais je suis d'abord et avant tout un enquêteur. Mon métier, c'est de résoudre des énigmes. Tu aimes les énigmes, Joseph? Celui-là, c'est le premier petit grand méchant que j'ai attrapé. Le charbon du mouton. Le charbon du mouton faisait de grands ravages. Sans raison apparente, des troupeaux entiers de moutons tombaient les uns après les autres, en quelques heures. Les paysans disaient que leur champ était maudit car leurs bêtes mouraient. Mais à quelques pas de là, d'autres moutons ne montraient aucun signe de la maladie. Étrange énigme, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis retourné sur place pour voir de mes propres yeux. Un bon enquêteur, c'est d'abord un bon observateur. Voir ce que les autres n'ont pas vu est la clé. Et pour bien voir, il suffit souvent de savoir regarder. Regarde bien et dis-moi si tu vois quelque chose d'étrange. Le sang, il est bizarre, non? Tiens, aide-moi. Quand on cherche un meurtrier, il faut trouver des indices, des preuves. Le savant agit exactement de la même façon. C'est lui le coupable, j'en suis sûre. Tu en es sûr, mais tu n'en as pas la preuve. On a observé, on a émis l'hypothèse que le petit grand méchant, c'est celui que tu viens de voir. Maintenant, tu dois imaginer une expérience qui permettra de le prouver. Il faut le comparer avec le sang d'un mouton pas malade. Bravo, tu viens de découvrir un autre grand principe de la recherche, la comparaison. Regarde, du sang de mouton pas malade. Les bâtons n'y sont pas. C'est bien lui le coupable alors. Ce micro-organisme que tu as vu peut très bien être un compagnon inoffensif du petit grand méchant. Ou la trace d'une ancienne maladie qui n'a pas tué le mouton. Tu n'as qu'un suspect pour l'instant, rien de plus. Alors quelle expérience peux-tu imaginer pour prouver que c'est lui qui tue les moutons? Il faut le mettre
dans un mouton pas malade. S'il meurt, c'est bien lui le coupable. Et voilà qu'un enfant de 9 ans se montre bien plus sage que la majorité des médecins qui siègent à l'académie. Observation, comparaison, hypothèse, expérimentation. Mais te voilà devenu un vrai petit savant. La maladie du charbon agissait vite. C'était pratique. Il suffisait d'attendre 48 heures pour avoir le résultat de l'expérience. J'avais raison. Mais on n'a pas fini. On sait qui est notre meurtrier, mais on n'a pas l'arme du crime. Comment le petit grand méchant est-il entré dans le mouton? Le mouton l'a peut-être mangé. J'ai essayé, j'ai donné du foin contaminé au mouton. Rien. Une autre idée? Non. Moi non plus, je ne comprenais pas. Bah, qu'est-ce que vous avez fait alors? Je suis reparti à zéro. Je suis retourné sur les lieux du crime pour voir si quelque chose m'avait échappé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris? Les chardons, Joseph. Les chardons. Ils provoquent des coupures dans la bouche des moutons. C'est par ces coupures que le petit grand méchant est entré dans l'animal et l'a contaminé. Pour rentrer maintenant? Il y a encore une énigme qu'on n'a pas résolue. Pourquoi eux ne sont pas morts alors qu'il y a des chardons ici aussi? Les champs sont peut-être vraiment maudits. Un savant ne croit pas aux malédictions. Vous faites quoi des moutons morts? On les enterre. Où ça? Bah là où ils meurent. On va pas perdre notre temps à les transporter Dieu sait où en plus. Les carcasses des moutons. C'est là que se cachait le tueur, attendant à l'affût sa prochaine victime. Mais comment pouvait-il refaire surface? L'écoulement des eaux aurait dû l'entraîner vers le bas, pas vers le haut. Il fallait toute l'intuition du savant pour trouver la solution. Les vers de terre. Ce sont eux qui transportent les germes du sol à la surface, à travers les milliers de galeries qu'ils creusent sous nos pieds. Il suffit alors que ces germes rencontrent un nouvel organisme accueillant pour qu'il l'envahisse et le tue à son tour. Les vers de terre, élémentaires. En dévorant la terre, ils emportaient avec elles les microbes, les remontant jusqu'à l'air libre, où ils les rejetaient dans leur déjection. Par cette démonstration digne de Sherlock Holmes, Pasteur venait d'apporter pour la première fois la preuve du rôle des microbes dans la propagation des maladies infectieuses. Joseph, la rage est bien plus dangereuse que le charbon du mouton. Pour l'instant, tu ne le ressens pas encore, mais le petit grand méchant progresse dans ton corps et seules les injections peuvent l'arrêter. On y va. Loire, on y va. Psychologue dans la bouche.
La mère était rassurée et l'enfant en confiance. Mais les certitudes de Pasteur n'empêchaient pas de faire naître le doute. Et si, au lieu de sauver Joseph, il était en train de le tuer? Mon petit Joseph, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Tu n'as qu'une seule manière de le savoir, il faut l'ouvrir. Un livre? Tu devrais être à l'école alors qu'il est... Alors tant que tu seras ici, on va travailler ensemble. Il faut travailler, tu sais, c'est important. Ouvre-le au hasard et fais-moi de la lecture. La cigogne. La cigale. La cigale. Et la fourmi. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Et il est tellement fort qu'il peut même voir les petits grands méchants que personne d'autre peut voir. Je suis myope. Un défaut qui devient une qualité quand je regarde dans un microscope. Je peux voir facilement des choses que d'autres ne voient pas. C'est pour ça qu'il voit les petits grands méchants. Et les petits gentils, il y a des gentils aussi. C'est d'ailleurs eux que j'ai vus en premier, il y a longtemps. Et vous aviez quel âge? Je ne sais pas, il y a longtemps. 35 ans. 35 ans. Eh oui, le temps passe vite. Ça fait déjà presque 28 ans que tu passes plus de temps à regarder tes micro-organismes que ta femme. C'est ici que tout a commencé, dans un grenier. C'est dans ce décor de misère qu'est née la microbiologie. Ces premiers micro-organismes, il les a découverts dans de l'alcool. D'autres les avaient vus avant lui, mais il fut le premier à comprendre, à force de les observer, que leur monde et le nôtre étaient intimement liés. Ils étaient vivants et capables d'agir sur leur environnement. Le savant était comme envoûté par la beauté de ce qu'il découvrait. Levures alcooliques qui transforment en vin le jus de raisin. Levures lactiques qui aigrissent le lait. Étranges fleurs qui transforment à son tour le vin en vinaigre. Ses premières expériences l'amènent à percer le mystère des fermentations. Puis, il voit dans du beurre rance ses toutes premières bactéries, si petites, mais tellement puissantes. Longtemps après sa mort, on s'est demandé comment il avait pu voir autant de choses avec les microscopes de son temps. Il voyait, mais il extrapolait aussi, et son imagination le poussait toujours dans la bonne direction. En dessinant la beauté, il dessinait juste. Fantastique, monsieur Pasteur. Incroyable. C'est effrayant vu de si près. Et c'est vivant, vous dites? Vivant et nocif, votre Altesse. Ce sont eux qui donnent au vin ces maladies, qui mettent en péril notre industrie. C'est merveilleusement répugnant. Permettez. Le vin était malade. Les finances et la fierté de la France étaient en péril. Napoléon III lui-même avait appelé Pasteur à la rescousse. Il y aurait donc ces toutes petites choses derrière de si grandes maladies. Tout à fait, Majesté. Derrière chaque maladie du vin se cache un de ces parasites, qui, Dieu merci, meurent quand on les chauffe à une température bien précise, que je suis parvenu à déterminer. Permettez-moi de vous faire goûter. Celui-ci n'a pas été traité, prenez garde. Par contre, celui-ci a été chauffé. Incroyable. Goûtez ces deux vins, ma chère, et constatez la différence. Chauffer les denrées périssables pour en détruire les microbes et permettre ainsi leur conservation. Cette découverte appelée à un grand avenir dans l'industrie agroalimentaire porte encore le nom du savant, la pasteurisation. Mais il s'agissait de bien plus que cela. En découvrant ces premiers micro-organismes nuisibles,
Pasteur venait de franchir le pas qui allait le conduire vers le traitement des maladies infectieuses. Parlez librement. Je ne suis ni un médecin ni un savant. Juste un homme suffisamment curieux pour être ouvert à tout ce que vous me direz. Votre Altesse, pourquoi ce qui est vrai pour le vin ou la bière ne le serait-il pas pour le règne animal? Pourquoi les maladies des animaux et des hommes n'auraient-elles pas la même source? Des petits organismes. Ne pourrait-on pas sauver des centaines, des milliers de vies humaines? Imaginez ce que de telles découvertes pourraient apporter à l'humanité. Imaginez la gloire et la puissance que la France pourrait en tirer. Vous êtes un visionnaire, monsieur Pasteur. Mais sachez que, comme tout visionnaire, vous êtes condamné à vous battre contre l'écrasante majorité des gens. Oh, j'en suis bien conscient, Votre Altesse. Je suis seul et dépourvu, comme tous les savants de France, réduits à faire leurs expériences au milieu des rats, dans des sous-sols plus propices à l'humidité qu'à la création. Sans laboratoire, le chimiste et le physicien ne sont que des soldats sans armes sur le champ de bataille. Moins de 3 ans plus tard, Pasteur obtiendra de l'empereur la construction d'un laboratoire où il allait mener ses études sur les maladies infectieuses et expérimenter son vaccin sur un être humain. Bien entendu. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Pasteur. Tu n'en as pas assez de passer ton temps à coller ces bouts de papier? Et toi, tu n'en as pas assez de passer ton temps à regarder à travers tes microscopes? C'est juste pour faciliter le futur travail de tes biographes. Quelle charmante attention. Mais ce n'est pas une raison pour te lever aux aurores et réveiller toute la maison. Impossible de m'endormir. J'ai l'impression d'avoir passé la nuit à côté de la princesse au petit pois. T'as pas arrêté de gigoter. J'ai dû trop manger hier. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ah bon? Ne t'attache pas trop à cet enfant, Louis. Notre Jeanne avait le même âge quand elle est morte. Tous les jours, je pense à nos enfants. Je n'ai pas besoin de Joseph pour me les rappeler. Je te connais. Souviens-toi que c'est la maladie du petit qui a besoin de toi, pas lui. Il faut que tu gardes l'esprit clair. Vous pouvez me dire ce qu'il en est pour les chiens? À la date d'hier soir, 3 autres chiens peuvent être considérés comme immunisés contre la rage. C'est encourageant. Encourageant, mais pas décisif. Louis! Louis-Joseph a disparu. Disparu? Il est plus dans sa chambre, on le trouve nulle part. Ça fait 1 heure qu'on le cherche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez? Alors? Ça va, on l'a retrouvé. Il jouait avec les animaux, il était à la ménagerie. Vous avez l'air épuisé. Vous êtes sûr que ça va? Je vais très bien. Expérimenter sur des animaux est une chose, mais sur des êtres humains, c'en est une autre. Où voulez-vous en venir? La médecine nous confronte souvent à des choix difficiles. On doit vivre avec le risque de voir mourir un patient et d'emporter la culpabilité. Je n'ai jamais voulu être médecin. Je n'ai fait que suivre le chemin que mes découvertes ont tracé. Je sais. Mais vos recherches vous ont amené tout naturellement dans le domaine médical. Et maintenant, vous êtes l'un des nôtres. Ça vous ennuie? Non. Mais j'ai peur que ce soit une trop lourde charge pour vous. Roux n'avait pas tort. S'attaquer à la médecine aura été tout sauf facile. Il a fallu agir en stratège, s'infiltrer dans ce monde fermé, devenir membre de l'Académie de médecine. Mais ses futurs confrères voyaient avec méfiance un chimiste siéger dans leur honorable assemblée. Malgré ses découvertes, Louis Pasteur est élu de justesse, à 1 voix près. Peu après son élection, on l'invite à visiter un hôpital pour la première fois. Rassurez-vous, après un moment, on ne sent même plus l'odeur. Et le spectacle qu'il découvre est inimaginable. Lui qui était obsédé par son combat contre les microbes, comprend qu'ici, dans un lieu de soins, on semble ignorer jusqu'à leur existence. Pire, tout concourt à accélérer leur prolifération. L'hôpital, en ce temps-là, guérissait peu
et tuait beaucoup. Docteur, le patient de lundi va de mal en pis. Ceux qui avaient la chance de survivre aux opérations mouraient bien souvent par la suite d'une infection. Vous avez nettoyé la plaie après l'opération? Pourquoi? Pas la moindre notion d'hygiène. Une pratique héritée des champs de bataille. Je peux faire un prélèvement? Je vous en prie. Un bon chirurgien est un chirurgien qui opère vite et n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? La salle d'autopsie. C'est très pratique qu'elle soit communicante. Ça nous permet d'extraire rapidement les organes des patients décédés et de les comparer avec ceux des vivants. Affligé par cette visite, Pasteur se lance dans l'étude du pus qu'il a recueilli, accrochant un tueur de plus à son tableau de chasse, le staphylocoque. Son combat pour l'hygiène venait de commencer. Mais cette fois, Pasteur ne sera pas seul. En Angleterre, un chirurgien, Joseph Lister, a compris que la putréfaction des chairs repose sur les mêmes principes que la fermentation. Une contamination par des micro-organismes ressemblant à ceux décrits par le savant français. Lister met alors au point une technique de pulvérisation d'acide phénique autour de l'opéré pour tuer les microbes avant qu'ils n'atteignent les plaies. L'antisepsie venait de voir le jour. Lister baisse le taux de mortalité en milieu hospitalier de 40 à 15%. Mais la méthode est contraignante, elle peine à s'imposer. La fièvre puerpérale qui emporte les jeunes accouchés s'explique très facilement, monsieur Pasteur. L'accouchement est une telle épreuve que le corps de la femme s'affaiblit pendant l'effort et produit des miasmes qui emportent les plus faibles d'entre elles. Seules les plus résistantes survivent. Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi d'aller dessiner sous vos yeux le micro-organisme auquel j'attribue l'existence de cette fièvre puerpérale. Un streptocoque. Le voilà, votre miasme mystérieux. C'est lui, je l'ai vu. Et il ne tue pas seulement les jeunes accouchés. Il est responsable aussi d'un grand nombre de décès dans les hôpitaux. Et il vient d'où, ce microbe? En grande partie de vous, messieurs. C'est vous, les médecins, qui propagez ce micro-organisme d'un malade à un autre, d'un mort à un vivant. S'il vous plaît. Et pourtant, il faudrait peu de choses pour enrayer cette fièvre. Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une hygiène et donc d'une propreté irréprochable. Après avoir nettoyé mes mains et avoir soumis mes instruments à un flambage rapide, je n'emploierai jamais que de la charpie, des bandelettes ou des éponges préalablement exposées à un air porté à une température de 130 à 150 degrés. En suivant la piste ouverte par Lister, Pasteur est allé plus loin. Plutôt que de détruire les microbes en salle d'opération, il trouve le moyen de les empêcher d'y pénétrer. C'est l'asepsie qu'il venait d'inventer. L'asepsie va sauver des millions de vies humaines. Mais ça, Louis Pasteur ne le saura jamais. Il faudra des décennies pour qu'elle soit enfin adoptée par les chirurgiens. Croyances et mauvaises habitudes ont la vie dure. Merci. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Oui, Joseph. Je me suis lavé les mains, comme chaque fois. Et la seringue, elle est propre? Étrange, ce vaccin.
Il ne combat pas seulement la rage, il transforme les enfants en petits pasteurs. Alors, monsieur Petit Pasteur, êtes-vous prêt pour votre injection? Oui, docteur Granchet. Joseph allait de mieux en mieux. Mais ce que lui et sa mère ignoraient, c'est que chaque jour, le virus qu'on lui injectait était un peu moins atténué, un peu plus puissant. Voilà, bravo. C'est toujours aussi courageux. Maintenant, amusons-nous. Au travail. Oh non, c'est embêtant le travail. Tu as tort, c'est très amusant. Il faut juste que tu y trouves un intérêt. Commençons par un peu de lecture. Chaque jour, Louis Pasteur s'attachait un peu plus à l'enfant. Joseph l'aime beaucoup. Louis a toujours adoré les enfants. C'est même lui qui se levait la nuit quand il pleurait. Ah bon? Oui. Il est très doué avec eux. Certainement plus que moi. Il est aussi patient, je suis impatiente. Elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant Marguillier sur son omoplate. Vous avez combien d'enfants? 2 alvéoles furent brisées. Mais Dieu ne nous a laissé que 2. Ah, j'ai eu plus de chance. J'en ai 6. Je n'en ai perdu aucun. Jusqu'à maintenant. Rassurez-vous, tout va bien se passer pour Joseph. J'envie votre confiance. Ah, aussi incroyable que ça puisse paraître, Louis ne s'est presque jamais trompé. Sa patience lui a permis d'avancer lentement, mais sans erreur. S'écria ce Bélitre. À cette dictée de Mérimée, Alexandre Dumas fait 24 fautes, l'impératrice Eugénie 72, et feu notre empereur Napoléon III 75. Voyons combien toi tu en as fait. 75? Oui, et pourtant c'était un très grand homme. Que veux-tu? Avec le retour de la République, même l'orthographe n'y a rien gagné. 1, 2, 3, bon, 4, oh là là, 5. Le docteur Roux aimerait te voir. Intéressant. Ce jeune Edelfelt a beaucoup de talent. Vous avez l'air fatigué. Ces derniers jours ont été longs et épuisants. Vous arrivez à la fin de votre protocole, n'est-ce pas? Arrêtez tout. Ne faites pas les dernières injections, elles sont dangereuses et sans doute pas nécessaires. Que donnent les derniers essais sur les chiens? On arrive au 40e vacciné et à la 40e réussite. Mais ce sont des chiens, monsieur, pas un enfant. Ces injections sont trop risquées. C'est le seul moyen d'être sûr que le vaccin fonctionne. Mais si vous échouez, c'est vous qui l'aurez tué. Docteur Roux, vous y croyez à ce vaccin? J'ai peur pour la vie de cet enfant et j'ai peur de votre réaction si l'enfant mourait. Ce produit est dangereux et vous le savez aussi bien que moi. Le virus de la rage. Pendant des mois, Pasteur l'avait cherché en vain. Il ne le trouvait pas. Il ne le voyait pas. Il était trop petit. Seule l'invention du microscope électronique permettra de le voir près d'un siècle plus tard. Alors, pour l'attraper, il a dû mettre au point une autre stratégie. Aller chercher le virus là où il se terrait, sur son propre territoire, dans la moelle épinière. La moelle de lapins enragés, moins dangereux que les chiens pour ses expériences. Et comme pour le choléra des poules, le virus contenu dans la moelle, atténué par l'air, se transforme en vaccin. Plus la moelle a séché longtemps, plus faible est le virus. Pour habituer l'organisme, jour après jour, on injecte une moelle un peu plus fraîche, un virus un peu plus actif. Les dernières moelles contiennent un virus fabriqué en laboratoire bien plus puissant encore que la rage des rues. Ce virus tue un chien non vacciné en 15 jours.
15 jours. Si dans 15 jours Joseph est encore en vie, la preuve sera faite que le vaccin est efficace. Mais si Pasteur s'est trompé, l'enfant mourra par sa faute. Quelque chose ne va pas, docteur? Non, rien. Rassurez-vous, tout va bien. C'est à ce moment-là que les nuits blanches ont commencé. Qu'est-ce que t'as? Un cauchemar. Joseph mort. Oh, il va bien. Je suis sûre qu'il dort comme un ange. Je devrais tout arrêter. C'est de la folie. Roux a raison. Si je continue, je vais le tuer. Si tu arrêtes maintenant, il faudra tout recommencer avec un autre mordu. Mais au moins, ce ne sera pas un enfant. Il y a 20 ans, tu t'en prenais à Dieu de ne pas avoir pu sauver nos enfants. Pendant 20 ans, tu t'es battu pour prendre ta revanche. Renonce aujourd'hui, et nos enfants seront morts pour rien. Je vais aller le voir. Mais Louis, il est 3 heures du matin. Louis. Louis. Joseph. Qu'est-ce que tu as, Joseph? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal quelque part? Où est-ce que tu as mal? Regarde maman, regarde-moi chérie. Parle-moi. Oui. Chérie, c'est ton ventre? Où est-ce que tu as mal? J'ai l'impression qu'il a mal au ventre. Faites quelque chose. Mon amour, regarde maman, regarde-moi. Oui. Oui, cœur. Ça va aller mon ange, on va s'occuper de toi. Qu'est-ce que c'est? Louis. Louis, va réveiller Adrien qu'il aille chercher le docteur Grancher. Louis. Louis. Adrien, va chercher le docteur Grancher, vite. Non, Roux, va chercher le docteur Roux. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il fait certainement une réaction liée aux injections, mais il n'a pas de fièvre. Et tant qu'il n'a pas de fièvre, il ne faut pas s'inquiéter. Merci docteur. Merci. Allez vous reposer. Je vais rester ici avec sa mère. Et je vous préviens s'il arrive quoi que ce soit. Non, je reste aussi. Allez, viens. Et si je me trompais? Si malgré tout, il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. C'est impossible que tu te trompes. Impossible. Tu ne peux pas être aussi catégorique. Je te dis que c'est impossible. Si tu te trompes, ça veut dire que moi, je me serais trompée sur toi pendant toutes ces années, et ça, c'est impossible. Il y a des questions que je me trompe. Je m'y refuse. Ah bah c'est d'une logique. Féminine. Ah oui? Féminine. Exactement. Et il est grand temps, mon cher Louis, que tu admettes que la logique féminine réussit toujours par atteindre son but. Donc tu peux être rassuré. Tu ne te trompes pas. Ah, je n'en peux plus, Marie. Je suis épuisé. Je sais. Joseph va mieux. Tu en es aux dernières injections. Dès qu'on peut, nous partirons pour Arbois. Entrez. Vous voulez me voir? Oui, approche. Dans 1 heure, on te fera ta dernière piqûre. Après quoi, ma femme et moi allons partir nous reposer dans notre maison de famille à Arbois.
Très important, mon petit ami. Je veux que tu m'écrives tous les jours, pendant au moins 3 semaines, pour me dire comment tu vas. Tous les jours, c'est bien compris. Oui, monsieur Pasteur. J'y veillerai, monsieur. Et surtout, fais bien attention à ton orthographe. Et n'oublie pas de te laver les mains. Oui. Allez, file. Merci. Allez. Ce départ, certains l'ont pris pour une fuite, alors que Pasteur ne cherchait qu'un refuge, dans sa maison de famille, au pays de son enfance. L'endroit idéal pour faire la seule chose qui était encore en son pouvoir, attendre et espérer. Papy! Est-ce que le courrier est passé? Non, papa, pas encore. Du courrier! Pendant 15 jours, ces lettres ont rythmé la vie de famille. Les cauchemars continuaient. Mais chaque nuit d'angoisse était un jour de gagné. Merci. Et puis un jour, ce fut le 15e jour. Joseph Meister était sauvé. Son nom allait bientôt entrer dans l'histoire. Et tu comptes l'annoncer comment, ta belle réussite? On rentre à Paris dans une semaine. Le temps de rassembler mes notes et mon énergie pour expliquer mes découvertes et m'exposer à la foudre des académiciens. La foudre? Et pourquoi t'en voudrait-il? J'ai traité Joseph en secret, bien trop tôt au goût des médecins. Et c'est bien pour ça que tu ne dois pas parler de Joseph. Si tu communiques sur Joseph maintenant, les académiciens ne se souviendront que de tes manquements, pas de ta grande découverte. Tu dois attendre le bon moment, être irréprochable. Attendre? Mais pourquoi? Le protocole est au point, j'en ai les preuves scientifiques. Ta découverte est bien trop importante pour la limiter à l'académie. C'est au peuple que tu dois l'annoncer. C'est le peuple qui fera bouger les médecins. Pas tes preuves scientifiques. Maman a raison. L'heure est à la diplomatie. La diplomatie, des paroles creuses pour enrober la vérité. Tu as tort, Louis. Avoir raison, c'est bien. Imposer, c'est mieux. Un nouveau combat commence maintenant et je crois que tu n'es pas l'homme de la situation. Pas l'homme de la situation. Et c'est qui l'homme de la situation? Toi? Et comment que je suis l'homme de la situation? Et toi, pour une fois, tu vas lui obéir à ton homme. Ne jamais contredire une femme décidée. Encore moins quand c'est maman. Mais depuis quand tu donnes ton avis, toi? À vivre enfermé dans son laboratoire, Louis Pasteur n'avait pas compris combien le monde avait changé. Avec l'arrivée de la République, une force nouvelle était née, le pouvoir de la presse. Louis,
Oui, on a reçu une lettre du maire de Villers-Farlay. 5 enfants ont été attaqués par un chien enragé. Un jeune berger s'est interposé pour maîtriser l'animal, mais il a été mordu violemment. Il a sauvé 5 enfants, c'est un héros. Non, c'est un jeune homme qu'il nous faut vacciner sans attendre. C'est la Providence qui nous l'envoie, Louis. La Providence, la Providence. Il faut pas avoir peur, mon petit Jupille. C'est un peu douloureux, mais c'est nécessaire. Ah, mais j'ai pas peur, monsieur. Tu dois être fier de toi, tu as sauvé 5 enfants. Non, pourquoi fier? J'allais pas laisser le chien dévorer les enfants. Après 20 à 25 passages de lapin à lapin, on rencontre des durées d'incubation de 8 jours. Non, mais là, ça va trop vite, moi, j'y arrive pas. Qui se maintiennent pendant une période nouvelle de 20 à 25 passages. Puis on atteint une durée d'incubation de 7 jours. Non, mais ça va pas, Louis, c'est trop long, c'est trop précis, on s'ennuie. On s'ennuie, mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu parles très très vite du petit Jupille. Et puis n'oublie pas que tu t'adresses aussi à des journalistes. Et puis il faut beaucoup plus d'adjectifs. Plus adjectif, et puis quoi encore? Tu veux que je fasse du Victor Hugo? Ah mais... Victor Hugo plaît beaucoup. Beaucoup. Bon, allez, vas-y, je couperai après. Je me ferai jamais à cette époque où les images émouvantes remplacent le sérieux d'une allocution. Bon, alors on reprend. Allons-y. Un petit garçon vacciné avec succès. Un jeune adolescent héroïque. Pasteur et son équipe avaient toutes les cartes en main. Il était temps de monter en première ligne, en rang serré. Je ne signerai pas cette communication. Et pourquoi? Parce que certains chiffres sont faux et vous le savez, je ne signerai pas. Mais aujourd'hui, on a bien atteint les 50 chiens vaccinés, et tous avec succès. Vous jouez avec les mots pour déformer la réalité. Docteur Roux, croyez-vous à ce vaccin ou pas? Ce n'est pas la question. Ah, ce n'est jamais la question avec vous. Moi bien que vous êtes jeune, et que vous avez le temps. Un jour, il faudra bien que vous acceptiez de croire en quelque chose et de vous battre pour. Je ne signerai pas ce mensonge. Ce n'est pas un mensonge. C'est une présentation particulière des faits. Le seul endroit où il faut être d'une honnêteté absolue, c'est dans ce laboratoire. Et là, nous l'avons toujours été. À l'extérieur, le combat est soumis à d'autres règles. Ne soyez pas naïfs. Allons, Roux. Après des expériences, pour ainsi dire sans nombre, je suis arrivé à une méthode prophylactique de la rage, pratique et très rapide, dont le succès sur un grand nombre de chiens me donne la garantie d'avoir une totale confiance dans son application, non seulement à tous les animaux, mais à l'homme lui-même. Par l'application de cette méthode, je suis parvenu à sauver 50 chiens de la rage. Lorsque l'état d'immunité est atteint, on peut sans inconvénient... Dans le monde des sciences, la plus grande des découvertes ne vaut rien si l'on ne parvient pas à l'imposer. Il m'a toujours paru que ça... Homme de rigueur, le savant va donc pour une fois déroger à la règle. Il reste flou, embrouille son auditoire, cite le cas de Joseph, puis se lance avec lyrisme dans l'aventure Jupille. L'Académie n'entendra peut-être pas sans émotion le récit de l'acte de courage et de présence d'esprit de l'enfant dont j'ai entrepris le traitement mardi dernier. C'est un berger âgé de 15 ans, du nom de Jean-Baptiste Jupille, de Villers-Farlay, qui, voyant un chien à l'allure suspecte de forte taille, se précipitait sur 6 de ses petits camarades, tous plus jeunes que lui, s'est élancé armé de son fouet au-devant de l'animal. Le chien saisit Jupille à la main gauche. Jupille alors terrasse. En vantant le courage et la bravoure de Jupille, qu'il présente comme un héros, il ne cherche pas seulement à convaincre les dignes médecins de l'Académie, il veut surtout toucher l'opinion publique. Et ça a marché. C'est un déferlement d'enthousiasme. Plus rien ne peut empêcher le lancement du vaccin. Du monde entier, des mordus accourent pour se faire vacciner. C'est le petit qui a été mordu? Oui. Venez, je vais passer devant. La petite équipe s'organise. Marie mène les arrivants vers le laboratoire. Excusez-moi, je vais passer l'enfant et après c'est tout de suite à vous. Où son mari les accueille pendant que Loire, son neveu, prépare les vaccins et que Granchet pique. En quelques semaines, le petit laboratoire s'est transformé en usine de vaccination.
venez d'où? Quel pays? Polsku. Vous devez vous faire vacciner, Grancher. Et nous tous aussi par la même occasion. Nous aurions dû le faire depuis longtemps déjà. Messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes certain que ce n'est pas risqué? Vous croyez vraiment que je ferais ce métier chaque matin si j'étais pas sûr de la méthode? Vous commencerez par moi. Non, c'est hors de question. Personne ne vous vaccinera. Mais pourquoi donc? Parce que vous êtes fatigué, monsieur. Et que cela vous ferait prendre un trop grand risque. Et puis vous n'êtes plus en contact direct avec le virus. Autrement dit, vous ne risquez plus rien. Vous n'y croyez toujours pas? Je crois en vous, monsieur. Mais je dis que personne ne vous vaccinera. En 4 mois, 350 personnes furent vaccinées. La méthode avait fait ses preuves. Pasteur allait enfin pouvoir réaliser son rêve, offrir à ses successeurs l'outil qui allait leur permettre de prolonger son œuvre. Vous acceptez de signer cette fois? Oui. Ce n'est pas trop tôt. Ce n'est plus trop tôt. J'ai toujours cru en vous et en votre vaccin. Ça n'a jamais été la question. Seulement, déontologiquement, je n'avais pas le choix. Je sais, je sais. Les statistiques établissent que c'est surtout dans les 2 mois, c'est-à-dire dans les 40 à 60 jours qui suivent les morsures, que la rage se manifeste. Des chiffres, des faits, des dates. Le savant a repris son habit de chercheur et, cette fois, c'est bien à la médecine et à la science qu'il s'adresse. Car c'est à elle qu'il veut léguer son héritage. Au vu des résultats que je viens d'exposer, j'ai l'honneur de vous demander la création d'un institut de la rage. Un lieu pour former de jeunes savants qui pourront sillonner le monde et y répandre le vaccin. Cet organisme indépendant permettra le suivi de la vaccination et le financement des recherches futures. L'Institut Pasteur n'était plus seulement un rêve. Dès la clôture de la séance, l'Académie lance une souscription internationale pour le financement de l'Institut. C'est un raz-de-marée. Des plus grandes fortunes aux familles les plus humbles, le monde entier répond à l'appel de Pasteur. L'espoir qu'il a fait naître n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les hommes croient avec lui qu'ils peuvent vaincre la maladie. Mais c'est un tout petit don qui retiendra le plus son attention. Il est temps de prendre de vraies vacances. Te reposer. Tu peux maintenant. Tu as réussi. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le sort allait encore réserver à Pasteur et son équipe une terrible épreuve. Le père de l'enfant a porté plainte. Il prétend que son fils est mort de la rage. La presse se déchaîne et évidemment le docteur Peter en profite pour crier au scandale. C'est pareil à l'hôpital. Certains collègues sont de la cœur joie. Ils disent que le vaccin ne guérit pas de la rage, mais qu'il la donne. C'est le docteur Broardel qui doit s'occuper de l'autopsie. Il est honnête et ouvert. Il a accepté de nous aider. Je vais m'en charger. Vous voulez bien? La vérité était là, cachée dans le bulbe rachidien de l'enfant. Mais seul un membre du laboratoire pouvait la découvrir. Roux injecta donc à 2 lapins un prélèvement du bulbe. S'il survivait, c'est que le jeune rouillé n'était pas mort de la rage.
Oui, regarde. Une lettre de Joseph. Il a appris par les journaux qu'on t'accusait d'être un assassin. Dans cette lettre, il te rappelle qu'il est la preuve vivante que tu n'avais pas tort. Ton vaccin sauve des vies. Tu n'as pas le droit d'en douter. Vous êtes catégorique? C'est bien de la rage dont est mort l'enfant? Oui. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Écoutez, vous savez comme moi que la médecine n'est pas une science exacte. Personne ne réagit de la même manière. On ignore pourquoi le vaccin n'a pas fonctionné sur lui. Oui, ça je le sais. Mais vous savez aussi que vos détracteurs vont s'empresser de dire que ce n'est pas de la rage dont est mort l'enfant, mais du vaccin. Ça, on ne le saura jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Des dizaines, des centaines de succès et un échec. Et c'est cet échec dont tout le monde se souviendra. Non? J'ai tort? Si le vaccin est remis en question, la médecine fera un bond en arrière de 50 ans. Et c'est toutes nos recherches en cours qui feront un bond en arrière. Nous sommes à ça de trouver un remède contre la diphtérie. Un enfant sur deux en meurt aujourd'hui. Un enfant sur deux. Et demain, ça sera la tuberculose ou le tétanos. Autrement dit, vous me laissez le choix entre dire la vérité par souci éthique ou mentir pour le bien de l'humanité? Monsieur Brouardel, vous avez la parole. Toutes les hypothèses ont été prises en considération et l'autopsie a été menée avec le sérieux requis. Je peux vous annoncer avec certitude que l'enfant est mort des suites d'une insuffisance rénale. Oh. Docteur Roux, vous confirmez? Docteur Roux. Je confirme les analyses du docteur Brouardel. Le prélèvement du bulbe rachidien du jeune rouillé nous l'a prouvé. L'enfant n'est pas mort de la rage. C'est un scandale. Tout cela cache la malhonnêteté de M. Pasteur et son goût pour le secret. Que vous mettiez en doute les idées de M. Pasteur, c'est votre droit. Mais que vous vous acharniez sur l'individu, c'est inacceptable. Qui pourrait soupçonner notre bonne foi? N'avons-nous pas, avec nos collaborateurs, commencé par pratiquer sur nous-mêmes les inoculations qu'on essaye de nous présenter comme périlleuses? C'est un scandale! Pasteur, imposteur! Pasteur n'est qu'un charlatan! Affabulateur! Charlatan! Pasteur, vous n'êtes qu'un charlatan! Monsieur, le docteur Brouardel a lavé votre vaccin de toute accusation. Dieu merci, Dieu merci. Votre vaccin est une réussite. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Notre vaccin, docteur Roux, notre vaccin. Qu'auriez-vous fait si l'enfant était mort de la rage? Vous me demandez si j'aurais menti? Jamais je ne ferai quoi que ce soit sans avoir l'absolue certitude d'avoir raison de le faire. Une vraie réponse d'homme de science. Nous allons pouvoir faire de grandes choses maintenant. Louis est épuisé par le combat de toute une vie. Épuisé par la maladie aussi. Car tu étais malade quand tu as découvert les principes de l'infection et de la contagion. Tu étais diminué quand tu as posé les bases de l'hygiène et de l'asepsie. Tu étais handicapé quand tu as mis au point le vaccin. Tes gestes mesurés, ton boitement léger, ta posture figée n'étaient pas le fait de ton caractère, mais les séquelles d'une attaque cérébrale qui t'avait frappé à l'âge de 45 ans, te laissant partiellement hémiplégique.
Alors que savants et hommes d'État s'apprêtent à lui rendre hommage à la Sorbonne pour son jubilé, Pasteur est terrassé par une nouvelle attaque. Il ne peut presque plus parler. C'est son fils qui lira son ultime discours. Jeunes gens, confiez-vous à ces méthodes sûres, puissantes, dont nous ne connaissons encore que les premiers secrets. Et tous, quelle que soit votre carrière, ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme dénigrant et stérile. Ne vous laissez pas décourager par les tristesses de certaines heures. Vivez dans la paix des laboratoires et des bibliothèques. Mais que les efforts soient plus ou moins favorisés par la vie. Il faut, quand on approche du grand but, être en droit de se dire « J'ai fait ce que j'ai pu ». Louis Pasteur meurt à l'âge de 73 ans. La République le veut au Panthéon, mais Marie refuse et lui fait aménager dans le sous-sol de son institut une crypte dont la voûte en mosaïque représente les grandes étapes de ses recherches. C'est là, parmi les siens, qu'il repose. Marie l'a rejoint quelques années plus tard, occupant la place qui a toujours été la sienne, près de lui, dans l'ombre. Roux, avant d'être enterré à quelques mètres de là, découvrira le sérum antidiphtérique et dirigera l'Institut pendant près de 30 ans. Même Joseph et Jupille sont restés près de lui. Ils devinrent tous les deux gardiens de l'Institut. En nous léguant son message et l'œuvre scientifique qu'il a initiée, Pasteur a ouvert les portes d'un nouveau monde, celui de la recherche du futur. Chaque jour dans le monde, les chercheurs travaillent à leur tour pour que ce rêve devienne réalité. Louis Pasteur n'est pas mort, il est là, avec eux.